Tard dans la nuit, dans un lieu non spécifié, on a vu la scène malheureuse d'un jeune homme bestial déchirant littéralement un autre homme, nettement plus malchanceux, en lambeaux avec ses dents féroces et ses griffes noueuses. En élargissant la vue, on découvre un groupe de ses compagnons à l'aspect démoniaque. La narration du jeune homme nous fait comprendre qu'il fut un temps où il n'aurait jamais imaginé appeler ses vauriens ses camarades et mener une guerre sanglante à leur côté. Mais c'est la vie qu'il est désormais contraint de vivre. Bien sûr, la vie n'a pas toujours été si sanglante et brutale pour ce gars, comme le prouve notre retour dans le passé quand il n'était qu'un étudiant ordinaire, vivant sa vie scolaire sans but. Il manquait de rêves ou d'objectifs pour l'avenir, se contentant de gaspiller ses journées au gré de ses envies. Mais cela allait bientôt changer. Après avoir dit à son ami de se perdre par jalousie de sa petite amie, ce type sans nom et sans impression va soudainement voir une fleur mystérieuse tomber doucement sur sa tête, ce qui le fait chuter à travers un portail magique qui apparaît sous ses pieds. Il hurle de peur avant de perdre connaissance. Un vague appel de quelqu'un lui demandant de sauver le monde est la première chose qui lui vient à l'esprit en se réveillant lentement. Mais ces mots passent presque inaperçus une fois qu'il commence à observer son environnement. Il se retrouve dans un cercle formé par 5 autres jeunes, tous aussi déconcertés que lui. Avant qu'il puisse s'orienter, un vieux vétéran délavé, assis sur un trône royal, leur ordonne de se taire et se présente comme Verbangal, roi de l'Empire de Galles. Notre anti-héros aux cheveux noirs, ayant suffisamment regardé d'anime et lu de manga, identifie immédiatement cela comme le début d'une histoire risquée, un changement de rythme par rapport aux habituels personnages principaux confus de ces histoires. Son hypothèse s'avère exacte, car le roi Verk explique que ces 6 inconnus ont été invoqués dans ce monde en tant que héros légendaires, destinés à soumettre le roi démon maniaque et à apporter le salut au royaume, ou quelque chose du genre. Autant on s'attendrait à ce qu'un fan disqué soit ravi d'être transporté dans l'une de ces histoires, notre héros potentiel, Yuma Kurozuka, considère cela comme le pire des scénarios et veut s'échapper dès que possible à cause de sa peur chronique de tout ce qui est même vaguement dangereux. Le garçon aux cheveux épineux du groupe n'est pas totalement contre, mais exige d'être correctement récompensé s'il va risquer sa vie contre un roi des démons littéral. Heureusement pour lui, une assistante à côté lui assure qu'ils seront extrêmement bien pris en charge et que chacun de ces nouveaux héros sera formé aux arts perdus, vénéré même par les dieux eux-mêmes, ou quelque chose du genre. Cela suffit à convaincre le garçon audacieux de vérifier les récompenses avant de rejeter la demande d'aide du royaume, tandis que Yuma, bien qu'il puisse presque respecter sa hardiesse à parler si ouvertement devant un roi, veut secrètement dire à ce type de se calmer et d'arrêter de faire avancer la conversation sans consulter le reste des soi-disant héros. Mais il sait qu'il est bien trop lâche pour même penser à prendre une telle position. Au lieu de cela, il suit le reste du groupe alors que l'assistante les mène à l'hôtel où tous les rituels héroïques sont effectués. Yuma est ébloui par l'aspect extrêmement fantastique de cet endroit, ainsi que par la beauté d'Edna Hans, une femme qui se présente comme la grande prêtresse de l'Empire de Gardal et qui effectuera le rituel leur accordant la bénédiction des dieux. Monsieur Hinata décide qu'il sera le premier à mettre ses bénédictions à l'épreuve, à ce moment il reçoit les pouvoirs du dieu de la flamme et la capacité de manier ses puissants feux à volonté. Le reste du groupe suit et se retrouve avec un ensemble assez impressionnant de pouvoirs, ce qui donne à Yuma l'espoir qu'il pourrait avoir la chance de recevoir une bénédiction qui l'empêchera de subir des dommages ou de faire face à un danger. Cependant, ses espoirs sont brisés comme un sac de terre lorsqu'il ne reçoit que la capacité de guérir et de ranimer ses alliés, ce qui signifie qu'il est tout aussi susceptible d'être vaincu par le roi démon maintenant qu'il l'était auparavant. Pendant qu'un assistant félicite les autres pour leur fortune bien plus grande et suggère qu'ils partagent tous un festin copieux pour célébrer, Yuma est laissé à agoniser sur les combats effrayants qui sont sûrs d'être dans son avenir proche, des combats pour lesquels il sait qu'il n'est pas bien équipé. Inconnue aux autres, la glorifiée mage blanche, Edna, semble prendre un sérieux ombrage soit à son égard, soit à sa bénédiction, comme en témoigne son regard perçant alors qu'il sort de la salle rituelle. Autant Yuma retournait son âme dans tous les sens de peur d'être poussé dans toutes ses bêtises risquées contre sa volonté, il change de cœur de manière incroyablement pratique dès qu'il voit le délicieux repas en 4 plats que les officiels de Gardo ont préparé pour lui et ses compagnons héros. Il ne perd pas de temps à se remplir la face dès que l'assistant les laisse libres, mais il arrive à peine à engloutir une aile de poulet avant qu'un de ses compagnons héros ne commence à lui parler. Il s'avère être le garçon aux cheveux épineux d'avant, un lycéen de 2e année dont le nom est révélé être Keta Akanishi, qui ne pense pas grand-chose de la bénédiction de guérison que Yuma a reçue plus tôt. Takuya Araki, un étudiant universitaire comme Yuma et détenteur de la bénédiction de glace, n'est pas d'accord avec Keta et pense qu'avoir un guérisseur en arrière-garde aidera à équilibrer leur formation offensive lourde. Kotomi arrive, une lycéenne de 3e année qui semble être la sœur cadette de Takuya et qui a reçu la bénédiction de la nature, est fermement d'accord avec son frère sur l'utilité d'un guérisseur en arrière-garde et informe Yuma qu'elle comptera sur son aide lorsque les choses deviendront difficiles. Alors que le garçon guérisseur trouve un réconfort dans le fait que son rôle désigné signifie au moins qu'il n'aura pas à s'engager directement dans un combat mortel, il commence à se sentir un peu coupable de la relative facilité de son travail comparé à celui des autres qui risqueront leur vie en première ligne.
Cependant, il chasse rapidement cette pensée et se résout à faire tout son possible pour les soutenir correctement lorsque le moment viendra, contrairement au support que vous êtes maudit d'avoir lorsque vous jouez à des jeux vidéo en équipe. Ailleurs dans le château royal, nous trouvons l'un des assistants rendant visite à Ednatar dans la nuit pour l'informer qu'ils ont terminé les préparatifs et exécuteront une certaine opération demain. La grande prêtresse les avertit de faire attention à l'un des héros en particulier, car il est quelqu'un de précieux. Bien qu'elle s'abstienne de nommer des noms, la plupart des signes pointent vers Yuma comme sujet de cette discussion. Le reste des signes indiquent que ces fourbes ne présagent rien de bon, et il ne faudra pas longtemps avant que leur infâme complot ne se manifeste. Tout commence tôt le lendemain matin, lorsque le même assistant que précédemment interrompt le sommeil de Yuma pour l'appeler aux armes. Le royaume, actuellement en conflit avec le roi démon, manque de médicaments pour soigner tous les blessés. Il demande donc à Yuma d'utiliser sa magie pour remettre sur pied les soldats déchirés par la guerre. Bien que pris au dépourvu par ce soudain retournement de situation, Yuma accepte avec joie de commencer à gagner son pain et suit l'assistant dans une pièce voisine, où il reçoit une nouvelle tenue à porter pendant qu'il opère sur le champ de bataille. Enfilant ses vêtements, Yuma découvre qu'ils ne sont pas différents des tenues d'hôpital habituelles, une bizarrerie indéniable, mais qui ne semble pas inquiéter outre mesure le jeune homme. Cependant, ce qui se passe ensuite est bien plus préoccupant. L'assistant demande à Yuma de s'asseoir sur une chaise au milieu de la pièce. Dès que le garçon s'exécute, l'assistant, affichant un sourire étrange, pose une main lourde sur son épaule et lui annonce qu'ils utiliseront sa chair et son sang à des fins inconnues. Les autres assistants commencent alors à le retenir, tandis qu'un de leurs collègues prépare un instrument de coupe anormalement grand pour l'opération à venir, et un autre sort une seringue également énorme et d'apparence douloureuse. Le héros en devenir est aussitôt submergé par une peur qu'il ne sait pas gérer, née d'une situation qu'il ne peut même pas commencer à comprendre. Cependant, dans ce qui semble être un acte de miséricorde mal intentionné, l'assistant assure à Yuma qu'il n'a rien à craindre, car ayant reçu la bénédiction de l'immortalité, il est impossible qu'il meure, quel que soit le traitement cruel et tordu qu'il lui inflige. Cette assurance est loin de consoler Yuma, qui tente de les convaincre de ralentir les choses et de commencer par lui prendre du sang ou quelque chose dans le genre. Mais non seulement ils ignorent totalement sa requête, ils font exactement le contraire en lui tranchant l'avant-bras sans aucune raison ou avertissement. Yuma se met immédiatement à hurler pour des raisons évidentes, mais le médecin attribue ses cris à un simple choc plutôt qu'à une véritable peur. Il frappe Yuma au visage pour tenter de calmer ses nerfs compréhensiblement erratiques, avant de lui faire remarquer que non seulement il a survécu facilement à cette blessure catastrophique, mais que sa chair et ses os ont déjà commencé à régénérer l'avant-bras qu'il vient de perdre. Tandis que le garçon lutte pour comprendre comment cela est même possible, le médecin ne peut s'empêcher d'exprimer un plaisir démentiel devant la puissance de la bénédiction de Yuma, qui dépasse même les attentes les plus folles du grand prêtre. Cela signifie qu'ils sont libres de faire tout ce qu'ils désirent avec le corps de ce héros innocent, et la première étape est de passer à la phase de test des médicaments. Les prières de ces médecins dépravés ont été exaucées en même temps que les pires cauchemars de Yuma se sont réalisés, et il ne sait pas à quoi s'attendre à partir de maintenant, à part un purgatoire vivant qui manque malheureusement de toutes les absurdités génériques disquées qu'il avait anticipées au départ. Ailleurs dans ce monde étrange et inconnu, une femme peut être vue sirotant décontractément un verre de ce qui semble être du vin rouge, se délectant de la façon dont Yuma a survécu à ces traitements. La manière dont elle surveille le garçon et ses intentions à son égard reste aussi mystérieuse que son identité, mais on peut être sûr qu'elles ne resteront pas un mystère beaucoup plus longtemps. Heureusement, nous ne voyons pas immédiatement ce que les médecins font à Yuma après cet incident avec son bras. Au lieu de cela, le jeune homme semble sombrer dans un état de conscience fluctuante, se remémorant une période plus simple et moins effrayante de sa vie avant d'être brusquement transporté dans un autre monde. Il se rappelle les ragots partagés avec ses amis à l'université, les discussions sur l'absence de but dans sa carrière scolaire en dînant avec sa mère, etc. Il se souvient qu'il se souciait peu de son avenir et était content de faire face à tout sort qui lui tomberait dessus, vivant sa vie banale et sans prétention. Mais alors qu'il est assis dans cette chaise d'opération, le corps trempé de son propre sang, les membres coupés à répétition et brutalement pour le plaisir de ces hommes et femmes vils, il réalise maintenant la folie de cette façon de penser. Il souhaite désespérément vivre une vie qui soit plus que celle d'un jouet impuissant et malheureux aux mains de ces monstres déments, mais il n'a maintenant d'autre choix que d'accepter cette réalité sombre et grotesque. Heureusement, il trouve un répit momentané de sa situation désespérée lorsqu'il se réveille soudainement dans une chambre solitaire du château. Ce que Yuma imaginait n'était qu'un terrible rêve, mais avant qu'il ne puisse tout rejeter comme tel, il se souvient qu'il s'est évanoui pendant la vraie procédure et a été amené dans cette chambre par les médecins pour se reposer avant de continuer leurs recherches répréhensibles. Cela est devenu la triste routine de sa vie depuis qu'il a été emmené dans cet autre monde, un torrent incessant d'abus corporels atroces qui ne prend fin que lorsqu'il perd connaissance et recommence peu après. Le garçon a complètement perdu la notion du temps et ne peut même pas commencer à deviner combien de temps se sont écoulés depuis le début des expériences, mais il est absolument certain que ni son corps ni son esprit ne peuvent supporter ce cycle vicieux plus longtemps.
Alors que l'esprit de Yuma crie pour une échappatoire à cette existence pitoyable, il entend le son de ses bourreaux s'approchant lentement de sa chambre. Heureusement, il ne venait que pour patrouiller dans la zone et non pour l'emmener pour plus de tests, mais cela n'empêche pas le garçon de s'effondrer en larmes sous le poids de tout ce qu'il a subi, écrasant son cœur et son esprit. C'est alors qu'un énorme glyphe magique apparaît au-dessus de son lit, apparemment en réponse à un autre appel désespéré de répit. La lumière qui s'échappe de sa chambre attire l'attention du personnel en patrouille, mais lorsque ceux-ci viennent voir ce qui se passe, il semble que Yuma ait également réussi à s'échapper, comme en témoigne la chambre complètement vide où il se trouvait. Le garçon a été téléporté hors de ses confins purgatoires et se trouve maintenant à côté d'un arbre de grande puissance magique dans une salle qui lui est totalement étrangère, se demandant comment il est arrivé là et quel sort funeste lui attend. Avant que nous ayons des réponses à ces questions, nous retrouvons les autres héros. Nous découvrons Keta se faisant complètement écraser par Takuya à un jeu d'échecs pour la 5e fois consécutive. Takuya est extatique de trouver que les échecs existent dans ce monde, mais Keta est plus préoccupé par sa vengeance en demandant une autre partie. Kotomi est surprise de voir que ces garçons ont même assez d'énergie pour jouer, car ils reviennent tout juste d'une expédition dans un donjon. Vu leur tardive, elle leur recommande de mettre en pause leur partie d'échecs pour aller manger à la cafétéria. Les autres sont unanimes dans leur décision et commencent à se diriger vers la salle à manger, mais lorsque Katomi remarque que plusieurs membres du personnel du château se déplacent dans une panique évidente, elle s'informe si quelque chose ne va pas. L'assistant, le même que précédemment, lui offre un sourire faussement rassurant et tente de la convaincre que tout va bien, mais la jeune fille naïve croit ce tas de mensonges et félicite même le personnel pour leur diligence. Nous savons bien que ce n'est qu'une façade à moitié convaincante. L'assistant met en garde ses collègues de garder secret tout ce qui concerne Yuma vis-à-vis des autres héros, pendant qu'ils se dirigent vers le labyrinthe du château dans l'espoir de retrouver leur cobaye en fuite. Nous revenons ensuite sur ce cobaye en question et le trouvons toujours allongé sous l'arbre où il a été transporté, apparemment trop épuisé par tous les traitements pour bouger de cet endroit. Soudain, il entend le bruit faible de pas s'approchant de sa position, mais avant que la source ne soit révélée, nous revenons vers les médecins qui avancent péniblement dans les recoins les plus sombres et profonds du château. Leur discussion nous informe que normalement, seuls les prêtres comme Edna sont autorisés à pénétrer dans ce labyrinthe sacré, mais ils ont tous été exceptionnellement autorisés à y entrer en raison de l'urgence de la situation. L'un d'eux remarque un mécanisme étrange sur un mur, identifié par un de ses aînés comme un piège destiné à éliminer tout intrus assez fou pour s'aventurer dans leur repère secret. Bien qu'ils soient équipés d'un artefact spécial empêchant l'activation des pièges du labyrinthe à leur passage, Yuma n'a évidemment pas cette chance. On le retrouve donc traversant les couloirs sans souci du monde, se faisant trancher et hacher comme un jambon de Noël dans une brutale démonstration de sécurité intérieure, mais son corps se régénère bientôt grâce au pouvoir de sa bénédiction d'immortalité de plus en plus utile. Bien que le héros parvienne à se relever du sol jonché de ses propres morceaux, il est loin d'être reconnaissant pour ce qu'il est devenu à la suite de ce don des dieux. Yuma se voit maintenant comme peu plus qu'un monstre portant le visage d'un humain, et lorsqu'il trouve un espace relativement sûr peu après, il ne peut que lever les yeux vers le ciel avec des larmes dans les yeux, se demandant ce qu'il a fait pour mériter un sort aussi cruel. Le garçon réalise rapidement que verser des larmes et tourner les yeux vers le ciel ne changera rien à sa situation désespérée. Il décide donc de faire tout ce qu'il faut pour quitter cet endroit maudit et reprendre le contrôle de sa vie. Malheureusement, il est repéré par le groupe de médecins à la recherche de lui à ce moment précis. Heureusement, l'un de ces idiots commet l'erreur de se lancer à sa poursuite, oubliant apparemment que l'endroit est truffé de pièges mortels. Le chef du groupe tente de faire ralentir son frère stupide avant qu'il ne se tue, mais c'est exactement ce qui se passe lorsque le maladroit marche sur une dalle qui déclenche une main colossale l'écrasant en un éclair. Le chef du groupe explique à ses camarades que ce qu'ils viennent de voir est un sort de mort instantanée contre lequel même l'artefact anti-piège est impuissant. Des informations qui auraient été utiles au défunt il y a environ 8 secondes, mais qui ne lui sont d'aucune utilité maintenant. Il décide qu'ils n'ont d'autre choix que d'attendre qu'un des grands prêtres les guide pour la suite, mais il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi son allié décédé a déclenché ce piège magique alors que Yuma a pu se promener comme s'il possédait l'endroit sans jamais le déclencher. En parlant de lui, nous retrouvons le héros atrocement maltraité un peu plus tard alors qu'il prend une pause de son errance sans but. Il s'est complètement perdu dans ce labyrinthe déroutant et ne sait pas trop comment procéder, mais son esprit est bientôt détourné de son dilemme actuel lorsqu'il entend une voix féminine l'appeler. Après avoir surmonté son choc initial, il se rend compte que le son provient d'une ouverture suspecte dans le sol. En y regardant, il rencontre la jeune fille qu'il avait vue plus tôt sirotant du vin et le surveillant. La jeune femme, au look étrange mais toujours assez mignonne, salue amicalement Yuma et se présente comme Eva. Bien qu'elle ressente le besoin de lui demander son nom, il est fort probable qu'elle sache déjà très bien qui il est. De plus, elle pourrait bien être son billet tant attendu pour sortir de ce cauchemar vivant. Le temps nous le dira.
Malgré le trouble visible de Yuma face à l'apparition soudaine d'Eva, il réussit à lui offrir une introduction décente avant de remarquer qu'elle a de nombreux tubes reliés à diverses parties de son corps. Cela lui indique immédiatement qu'elle subit peut-être les mêmes expériences abominables que lui. Lorsqu'il lui demande si c'est le cas, la jeune fille ne donne qu'une confirmation à demi-mot de sa supposition. Après avoir appris ce qu'il a enduré depuis son arrivée dans ce château, comme si elle n'était pas déjà au courant, Eva l'invitait à apaiser son esprit et son corps épuisé en venant se détendre un peu dans ses appartements. Mais avant de le laisser faire, elle s'informe de la raison pour laquelle il erre seul dans ce labyrinthe mortel. Yuma lui donne une réponse vague, indiquant qu'il est arrivé là, de force, soulignant que c'est seulement grâce à sa bénédiction d'immortalité qu'il a pu survivre après avoir été réduit en morceaux par les innombrables pièges des couloirs du donjon. Apprenant que son nouvel ami est incapable de mourir, Eva comprend pourquoi il a été si impitoyablement expérimenté. Elle sait très bien à quel point il est rare de recevoir de tels pouvoirs lors du rituel de bénédiction. Mais Yuma n'est pas le moins du monde préoccupé par les détails de sa situation pour le moment. Son esprit est entièrement fixé sur l'idée de quitter cet endroit par tous les moyens nécessaires. Puisqu'Eva semble relativement en bonne santé et a apparemment subi les mêmes tortures que lui, le garçon prend son courage à deux mains et demande à la jeune fille si elle serait intéressée à faire équipe avec lui pour s'échapper et sauver leur peau. Il ne cache pas le fait qu'il ne peut littéralement pas se battre pour sauver sa vie, mais il sera au moins capable de gérer tous les pièges pour eux grâce à son immortalité. De plus, le jeune héros chevaleresque ne supporte pas l'idée de laisser une gentille fille comme elle pourrir dans cet endroit maudit sans faire tout ce qui est en son pouvoir limité pour l'aider. Il l'encourage donc à unir leurs forces pour pouvoir s'échapper et respirer à nouveau l'air frais. C'est une déclaration hilarante et trop enthousiaste à faire à une fille qu'il connaît depuis exactement 48,5 secondes, et ça ne devient pas moins gênant lorsqu'il maintient la pause, press the sun, un peu trop longtemps. Heureusement, Eva ne se moque pas de lui ou de ses sentiments fromagés, et se concentre plutôt sur sa mention précédente de pouvoir s'occuper de tous les pièges pour elle. C'est une perspective évidemment séduisante, mais avant d'accepter de l'accompagner, elle ressent le besoin de l'informer un peu sur les détails de sa propre situation. Comme elle l'explique, la raison pour laquelle elle est reliée à tous ces tubes et tuyaux est que les médecins charlatans de ce château maudit drainent son sang 24 heures sur 24, un sort malheureux qui la laisse dans un état d'anémie permanent. Pour atténuer ce problème, elle demande à Yuma de lui permettre de se délecter d'une bonne quantité de son sang, affirmant que c'est tout ce dont elle a besoin pour retrouver sa force soi-disant impressionnante et l'aider à s'évader. Yuma accepte sans hésiter ces conditions, surtout considérant que la perte de sang ne pourrait jamais le tuer de toute façon. Il tend la main à Eva et l'invite à prendre tout le sang qu'elle désire. À ce moment, la fille sourit suffisamment pour révéler ses crocs de vampire jusqu'alors invisibles. En tendant la main vers lui, une chauve-souris jaillit soudainement de la chair de la fille vampire et vole vers Yuma. Eva explique que c'est une partie d'elle qu'elle peut envoyer à volonté, et il ne faut pas longtemps avant que la petite chauve-souris se fixe sur le héros et commence à slurper sa part de sang. Cela semble instantanément fournir à la fille vampire toute la subsistance dont elle a besoin pour surmonter son état anémique affaibli, comme en témoigne la façon dont elle se libère facilement de ses chaînes proverbales et vole pour rencontrer son nouveau partenaire face à face. Elle ne le laissera pas oublier qu'il a accepté de lui laisser autant de sang que son petit cœur de vampire désire, mais en même temps, elle lui assure qu'avec le pouvoir qu'elle lui a accordé, il pourra bientôt récupérer la liberté qui lui a été si cruellement volée par les habitants de ce château. Alors qu'Eva dévoile à nouveau ses crocs et commence à les enfoncer profondément dans la chair sans méfiance du garçon, Yuma réalise seulement maintenant qu'elle a été un vampire tout ce temps, parce que les chauves-souris suceuses de sang n'étaient apparemment pas suffisamment évidentes. Bien qu'il ne semble pas trop enthousiaste après cette soudaine épiphanie, Eva, quant à elle, donne de très bonnes critiques au goût de son sang et exprime son soulagement de pouvoir enfin se nourrir de quelqu'un après avoir été seule si longtemps. Sortez de vos pensées grivoises, la fille vampire est tellement reconnaissante qu'elle remercie le garçon en déposant un doux baiser sur sa joue, ce qui suffit à faire rougir le petit immortel vierge. Ensuite, elle prend son compagnon dans ses bras et décide de faire une grande démonstration de son évasion tant attendue de ce palais purgatoire, en déployant ses immenses ailes et en fonçant à travers les couloirs avec un abandon téméraire. Contrairement au docteur maladroit mort plus tôt, Eva est pleinement consciente qu'elle doit surveiller les pièges magiques si elle veut sortir du labyrinthe en un seul morceau. Arrivée là où la main géante avait été déclenchée, elle s'attend à devoir l'éviter de justesse pour s'échapper, mais est confuse de constater qu'elle ne s'active pas même lorsqu'elle passe dessus. Assez préoccupée pour s'arrêter et réfléchir à ce qui se passe, cela donne juste assez de temps au groupe de recherche du château pour la repérer et commencer à la poursuivre, l'accusant d'utiliser le sang immortel de Yuma pour éviter d'être détectée par le piège magique. Eva n'a absolument pas peur de l'offensive pitoyable que ces clowns prévoient de lancer contre elle, et pour cause, elle parvient facilement à dévier le blast magique envoyé par le prêtre avant de lui montrer comment on fait en invoquant un glyphe au-dessus de sa tête qui provoque une explosion assez colossale pour faire exploser tout ce cadran du labyrinthe, en plus de tuer leurs poursuivants.
Ce sort crée l'ouverture parfaite pour que Eva et Yuma s'enfuient enfin, mais au grand désarroi du garçon, la fille vampire n'est pas satisfaite avant d'avoir incendié ce château de fond en comble. Elle s'envole pour avoir un bon point de vue afin de déchaîner un torrent de flammes sur le château qui l'a si cruellement retenue captive. Cela l'amène à être vu par Keta, Takuya et Kotomi, les compagnons héros de Yuma. Bien qu'ils soient perplexes quant à ce que fait cette fille monstre, le groupe remarque immédiatement qu'elle transporte leurs proches camarades. Keta, préoccupé par le bien-être de Yuma, n'hésite pas à sauter dans le ciel avec son arme prête, ordonnant à Eva de le lâcher. Mais la vampire est aussi réceptive à sa demande qu'on pourrait s'y attendre. Elle esquive facilement l'attaque du garçon et prépare un sort magique suffisamment puissant pour l'effacer de l'existence, mais juste avant de déclencher le blast, Yuma lui demande d'épargner son camarade bien intentionné. Cela amène Eva à ajuster son tir au dernier moment, en voyant le blast de flamme frôler la tête de Keta au lieu de l'engloutir complètement. L'explosion causée par l'impact du blast sur un bâtiment derrière lui suffit à stupéfier le garçon devant la force ridicule de cette fille aux ailes de chauve-souris, mais cela détourne également son attention de la fille en question assez longtemps pour qu'elle s'empare de son joli garçon et utilise une onde de choc pour l'envoyer vers une fontaine proche. Alors que Takuya et Kotomi se précipitent pour s'assurer que Keta va bien, Eva commence à réprimander Yuma d'avoir empêché qu'elle tue Keta comme elle l'avait initialement prévu et en était parfaitement capable. Néanmoins, elle décide que le chaos qu'elle a provoqué dans ce château devrait suffire à ralentir ces gens et donner à elle et au garçon immortel suffisamment de temps pour se mettre en sécurité. Au lieu de continuer à distribuer des châtiments ardents, elle demande à Yuma ce qu'il pense qu'il devrait faire maintenant. Le seul véritable désir du garçon est de quitter ce monde et de retourner à sa vie banale et sans prétention dans sa dimension d'origine, et bien qu'Eva ne comprenne probablement pas de quoi parle ce gamin, elle prend sur elle de se déclarer sa garde du corps jusqu'à ce qu'il puisse réaliser ce souhait. Tout ce qu'elle demande en retour, c'est qu'il continue à la divertir, ce qui signifie probablement qu'il devra continuer à la laisser le sucer autant que son petit cœur de vampire le désire. Sucer son sang, je veux dire. Que aviez-vous pensé ? Le duo d'évadés improbables reprend son envol peu après pour finalement sortir complètement de l'enceinte du château, sans se douter qu'une grande prêtresse Edna au visage de pierre et visiblement préoccupée les observe de loin. Non seulement cela, mais elle a déjà rassemblé un groupe d'officiels de confiance sous la forme d'un vieux sorcier et de quelques-uns de ses subordonnés pour aller chercher le garçon immortel avant que la fille vampire ne s'échappe définitivement avec lui. Dans l'intérêt de garantir le succès de cette mission de récupération, Edna donne même au sorcier la permission d'utiliser un outil extrêmement puissant dans son arsenal, un jeune garçon à la peau sombre et aux cheveux blancs, dont les yeux racontent un pouvoir inédit qui causera presque certainement toutes sortes d'ennuis pour Yuma dans un avenir proche. Si la chance n'est pas du côté du garçon immortel, ce pouvoir pourrait même s'avérer assez redoutable pour le ramener dans les chaînes dont il souhaitait si désespérément s'échapper. L'aurore arrive quelques heures plus tard, et on retrouve le gamin immortel qui se réveille lentement d'un sommeil bien mérité au bord d'un lac, près d'une petite cascade. À peine Yuma ouvre-t-il les yeux qu'il est accueilli par la vue matinale et envoûtante d'Eva, complètement nue, prenant un bain dans l'eau. Elle encourage le petit puceau à la rejoindre dans le lac, mais il trouve qu'il est un peu tôt pour ça et détourne plutôt les yeux de cette vampire exhibitionniste. En tournant la tête vers un buisson voisin, il est accueilli par la présence d'un type aléatoire qui lui offre un changement de vêtements bien nécessaire, ce qui fait paniquer Yuma face à la présence inattendue de cette personne. Eva explique que c'est un vendeur ambulant qu'elle a mentalement asservi avec ses pouvoirs vampiriques de contrôle de l'esprit, pour qu'il ne s'inquiète pas qu'elle utilise un jour la même tactique pour le forcer à faire sa volonté. Cependant, elle précise rapidement qu'elle n'emploierait jamais de telles tactiques contre la personne dont elle a juré d'être la garde du corps, donc pas de souci d'asservissement magique. Tout ça mis de côté, la vampire nouvellement habillée annonce joyeusement qu'il y a une ville juste là-bas et décide que ce sera leur prochain arrêt. Ils arrivent assez rapidement en ville et se dirigent immédiatement vers un des restaurants locaux pour se remplir la face, un luxe qui leur a été cruellement refusé pendant leur captivité. Le sang vampirique d'Eva signifie que la seule nourriture dont elle a besoin est le sang qu'elle a bu pendant que Yuma dormait, donc elle l'encourage à manger à sa faim sans se soucier de sa propre santé nutritionnelle. L'immortel accepte avec plaisir la demande de sa compagne, mais peu après, il commence à se demander si elle connaît des moyens rapides et faciles de gagner de l'argent pour qu'il puisse continuer à se nourrir. Cela conduit Eva à l'emmener hors de la ville juste après son repas pour lui apprendre à chasser les monstres, comme c'est courant dans de nombreux jeux de rôle. Elle suggère qu'ils tuent quelques bêtes et vendent leurs matériaux contre de l'argent à la guilde des aventuriers pour s'assurer qu'ils ont plein de monstres à tuer pour des gains monétaires. Elle saute dans les buissons de la forêt et provoque un vacarme infernal qui conduit à une véritable frénésie de créatures surgissant et tentant de charger le pauvre immortel sans défense. Ce piètre excuse d'homme commence à crier comme un petit cochon face à la cavalcade apparemment imparable de monstres, jusqu'à ce que sa sauveuse vampirique arrive à la dernière seconde et massacre chaque bête qui a failli en faire son paillasson. Il s'avère qu'il n'essaie jamais d'attaquer Yuma en premier lieu, il fuyait seulement à toute vitesse parce qu'il tentait désespérément de s'échapper d'Eva, le véritable prédateur suprême des environs.
C'est bien qu'elle ait pu le sauver de la frénésie qu'elle a elle-même déclenchée, mais Yuma se demande maintenant comment elle prévoit de rapporter les dépouilles de ce carnage. La réponse est à la fois inattendue et terriblement forcée. Parce qu'il a été invoqué dans ce monde depuis une dimension séparée, Eva l'informe qu'il a accès à un ensemble spécial de compétences et de biens, comme une boîte à objets qui lui permettra de transporter de grandes quantités de matériaux, ainsi qu'une technique d'évaluation pour jauger la valeur des matériaux qu'il se procure. Naturellement, personne au château n'a informé Yuma de tout cela, donc c'est une grande nouvelle pour le gamin, mais il ne perd pas de temps pour mettre ses fonctions à bon usage. Alors qu'il fouille dans son nouvel inventaire sans limite, il est attaqué par une sorte de limace géante qui n'a visiblement pas beaucoup apprécié que la vampire ait effacé tous ses amis de la surface de la planète. Elle tente de prendre sa revanche en chargeant Yuma de front, si on peut qualifier le mouvement d'une limace de charge, mais elle est rapidement renvoyée rejoindre ses camarades lorsqu'Eva dévie le souffle qu'elle envoie vers son nouvel ami et élimine la créature peu après. Yuma se souvient que le glyphe que sa garde du corps vampire vient de convoquer devant lui est identique à celui qu'elle a utilisé pour le téléporter hors de sa cage et dans le labyrinthe du château, bien qu'il n'ait pas le temps de s'attarder sur cette pensée car Eva suggère bientôt qu'il s'arrête chez une amie à elle pour passer la nuit, car il se fait tard. Un hébergement gratuit et pratique semble être une bonne affaire pour le gamin immortel, jusqu'à ce qu'il arrive à destination et qu'il se rende compte qu'il s'agit d'une véritable maison hantée, complète avec des citrouilles flottantes et tout le tralala. Eva ne semble pas du tout dérangée et commente joyeusement que c'est toujours aussi populaire, apparemment auprès des morts-vivants, ce qui explique en partie pourquoi c'est trop effrayant pour moi, mais cela ne fait rien pour apaiser les évidentes inquiétudes de Yuma. Le maître de maison, qui sent à planer les clichés de films d'horreur génériques, arrive bientôt à l'extérieur pour saluer Eva et son compagnon peureux, ainsi que pour les informer qu'il y a beaucoup de place pour qu'ils passent la nuit. Cependant, 5 secondes à l'intérieur du bâtiment suffisent à Yuma pour commencer à envisager de trouver un coin de terre confortable à l'extérieur, car une myriade de fantômes et de gobelins commence à l'embêter de plus en plus à chaque pas qu'il fait dans cet établissement hanté. Heureusement, il trouve bientôt un peu de répit dans le fait que leur véritable chambre est étonnamment belle et étonnamment non hantée. Cela suffit à l'apaiser pour le moment, mais son cœur de puceau s'emballe quand il réalise qu'il n'y a qu'un seul lit pour eux. Pas de souci, cependant, car Eva l'informe qu'un cercueil dans le coin de la chambre, qu'il n'avait apparemment pas remarqué, est son lieu de repos préféré. Elle vérifie s'il préférerait quand même qu'ils dorment ensemble, mais comme c'est un manga isekai, vous savez très bien que Yuma n'a pas une fraction des couilles nécessaires pour accepter l'offre de la charmante dame assoiffée de sang. Apparemment satisfait de sa place auto-imposée dans la zone amicale, Yuma se glisse dans son lit et se prépare à piquer un somme. Il oublie juste assez longtemps que c'est toujours une maison hantée pour qu'un petit monstre mignon mais flippant, crité, le terrifie en apparaissant soudainement sous ses couvertures. Son cri surjoué aurait probablement réveillé les morts si les morts-vivants n'avaient pas déjà géré cette partie du réveil. Le lendemain matin, on découvre que le compagnon de lit non désiré de Yuma est une adorable petite boule de poils, encore plus mignonne qu'il n'y paraît au premier regard. Eva remarque que le petit semble bien aimer son protégé, mais l'immortel lui informe que cette chose le suit depuis la nuit dernière et l'a empêché de dormir ne serait-ce qu'un clin d'œil. Il devient évident que l'affection n'est pas réciproque. Encore une fois, la fille vampire vient au secours de Yuma. Cette fois, en lui fournissant une soi-disant pierre d'esprit qui devrait suffire à sceller l'ennui fantomatique. Ainsi, il pourra transporter le petit sans devoir subir sa présence constante et le convoquer à tout moment utile pour leur voyage. Décidant que le fantôme, du moins, ne semble pas désireux de lui nuire, Yuma accepte de le faire avant que tous deux ne quittent cet hôtel bizarre pour se rendre à la guilde des aventuriers ou à quelque autre connerie de story fantasy générique. À leur arrivée, Yuma s'empresse de s'inscrire en tant qu'aventurier à part entière dans cet établissement typique, tout en remerciant secrètement pour la façon dont la pierre d'esprit les a empêchés d'attirer une attention indésirable. Plutôt, c'est l'attractivité d'Eva qui fait que tout le monde, y compris leur grand-mère graisseuse, les regarde de travers. Mais vu que je doute que la fille vampire est une pierre de sexy cachée quelque part, on dirait bien que c'est la rupture du jour. La gentille réceptionniste termine bientôt l'inscription de Yuma et lui donne une carte qu'il pourra utiliser comme idée désormais. Mais avant qu'il et Eva puissent prendre la route maintenant qu'ils ont terminé cette course, un Casanova barbu s'approche de la fille vampire, passe un bras autour de son épaule et essaie de l'encourager à laisser tomber l'immortel et à faire un tour sur son poney ballonnet ou une autre connerie de drague. Yuma prend immédiatement problème avec la tentative de ce clown de voler sa non-petite amie, mais il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter. Eva écarte le gars comme une poussière et informe calmement qu'elle est du type dévoué, signifiant qu'elle a déjà décidé de quel gars elle va sucer à partir de maintenant, et ce n'est certainement pas lui. Cela laisse l'immortel et le dragueur sans voix, mais la fille vampire ne s'attarde pas plus longtemps sur ce petit contretemps avant d'annoncer son désir de partir en raid dans des donjons. Au moment où ils arrivent au premier labyrinthe rempli de monstres, le manque total de sommeil de Yuma de la nuit précédente l'a déjà rattrapé. Il prévoit quand même d'accéder au souhait d'Eva d'aller en raid, mais il veut d'abord examiner ses compétences et ses stats avec sa capacité d'évaluation avant qu'il ne court à leur mort.
Il s'avère que courir ne sera pas nécessaire pour qu'il trouve le danger dans ces parages, car une bande de monstres redoutables surgit de nulle part et saute soudainement sur le duo sans raison ni provocation. Naturellement, la nana vampire ultra puissante ne transpire même pas une fraction en les éliminant d'un seul coup, mais malgré que ce ne soit pas un défi pour elle, elle est toujours ravie d'être enfin attaquée par des monstres au lieu de devoir initier le combat pour une fois dans sa vie. Après avoir vérifié sa page de stats, Yuma l'informe qu'elle n'a jamais été attaquée par des bêtes avant aujourd'hui parce qu'il y avait un paramètre qui désactivait sa capacité à attirer l'aggro des monstres, quelque chose qu'il a pris sur lui de changer. Eva est visiblement impressionnée par les pouvoirs des enfants invoqués comme Yuma, mais elle est bien plus fascinée par l'air entourant le donjon et par explorer. Le garçon immortel reste autour des monstres pour rassembler les dépouilles de leurs cadavres à vendre à la guilde des aventuriers. Bien qu'il soit initialement perturbé lorsque son ombre fantomatique se libère de la pierre d'esprit avec permission, son agacement se transforme en gratitude lorsque le petit mignon commence à l'aider à collecter les drops des monstres. Cette chose est là depuis seulement 2 heures et elle est déjà plus utile que l'animal de compagnie moyen. Après que lui et le fantôme aient fini de ramasser les butins de guerre, Yuma trouve un moment pour prendre conscience du tournant inattendu que sa vie a pris. Il a encore du mal à croire que tout ce qui lui est arrivé depuis son arrivée dans ce monde n'a pas été un rêve incessant et fou. Et bien que les choses n'aient pas commencé du bon pied, il estime qu'il y a des destins bien pires que de passer du temps avec sa garde du corps dévouée et Casper le gentil fantôme, parce que Yuma a eu le culot de se sentir bien dans sa vie pendant plus de 5 secondes continues. L'univers punit Yuma en lui faisant subir un de ses pires destins. Il est soudainement emmailloté dans un tas de bandages et enlevé par un assaillant inconnu. Peu après, Eva revient avec les cadavres de quelques monstres supplémentaires, mais elle ne peut pas comprendre ce qui est arrivé à son cher et doux seau de sang. Avant qu'elle ne puisse résoudre ce mystère, elle est attaquée par surprise par un géant littéral, apparemment contrôlé par une mage cloquée beaucoup plus petite. Ses réflexes vampiriques lui permettent d'éviter de justesse l'assaut, après quoi elle lance un avertissement sévère et menaçant. Ces nouveaux venus n'ont qu'une chance de lui dire ce qu'ils ont fait à son précieux Yuma avant qu'elle ne les réduise en lambeaux sanglants. Un second mage, cette fois un homme plus âgé contrôlant les autres combattants, ne montre pas la moindre peur, saluant simplement les compétences au combat de la vampire pur sang avant d'envoyer un combattant bien plus rapide pour la défier. Contrairement au géant massif d'avant, ce pion minuscule est tellement rapide qu'Eva doit vraiment s'efforcer d'éviter ses attaques. Cependant, sa confiance la trahit quand elle décide d'analyser les marques sur le bras de ce ghoul rapide pendant la bataille, ce qui la fait suffisamment flancher pour qu'il la frappe au ventre avec un coup de coude magique et puissant. Les dégâts sont doubles, non seulement la fille vampire est visiblement blessée par le coup solide, mais elle est aussi psychologiquement déstabilisée par le fait que cet individu mort-vivant puisse encore manier la magie sacrée. Fait en 3, car le sort crée aussi un lien arcanique autour d'Eva, la bloquant et l'empêchant de se battre davantage. Alors qu'elle lutte pour trouver un moyen de se libérer, on découvre que Yuma était assis dans la cime des arbres tout ce temps, toujours lié dans tous ses bandages. Il ne comprend pas totalement ce qui se passe, mais quand le sorcier grotesque commence à exprimer une attirance incroyablement inconfortable pour la vue d'une vampire pur sang ainsi complètement restreinte, il est clair pour le garçon immortel qu'Eva est en danger mortel. Yuma lutte pour se libérer et venir à son secours. Curieusement, il suffit d'un peu de contorsion pour se défaire complètement des liens et s'écraser au sol en dessous. Le fait qu'il se soit échappé si facilement le rend encore plus confus, mais il n'a pas le temps d'y penser. Pour l'instant, il invoque un glyphe magique et tente d'utiliser sa bénédiction de guérison pour libérer Eva des chaînes du sort. Par la grâce littérale des dieux, il réussit et arrive juste à temps pour la pousser sur le côté et invoquer une multitude de glyphes pour éviter ce qui aurait probablement été une attaque fatale du géant. Ils se sont achetés un court moment de répit que Yuma utilise pour vérifier qu'Eva va bien. Bien que sa garde du corps confirme qu'elle va principalement bien, sa capacité magique a été temporairement endommagée par ses liens et est trop instable pour qu'elle puisse l'utiliser pour le moment. Cela pourrait sembler être une sentence de mort virtuelle pour ce duo improbable, mais Yuma est déterminé à se battre jusqu'au bout. Heureusement, il a un plan qui pourrait être exactement ce dont ils ont besoin pour gagner la journée. Eva est visiblement perplexe à l'idée que Yuma ait une idée, mais elle est encore plus curieuse de savoir si ces glyphes magiques qui les ont protégés du poing du géant sont son œuvre. Le garçon est impatient de lui confirmer que ses suppositions sont correctes. Non seulement il peut utiliser des sortilèges de pseudo-téléportation, mais ses arts orientés défense lui permettent même de dresser des barrières protectrices. Cela surprend autant sa garde du corps que le sorcier qui était sûr de les avoir piégés. Mais le vieil homme ne se préoccupe pas des détails de ce qui vient de se passer. Comme Yuma ne peut de toute façon pas mourir, il a l'intention de déchaîner toute sa puissance pour capturer le garçon et le ramener au château. Le géant et le rapide se lancent à l'assaut d'Eva et Yuma pour mettre fin à cette mascarade, mais la fille vampire saute à plusieurs étages dans les airs, rendant leurs attaques complètement inutiles. Elle tente ensuite de s'enfuir en volant, mais la mage cloquée de tout à l'heure lance une barrière protectrice qui arrête son évasion et annule toutes ses attaques physiques pour essayer de la briser.
Il semble qu'il était préparé à toutes les éventualités, un fait qui devient encore plus évident lorsque le sorcier donne au rapide un flacon de liquide étrange qui, une fois consommé, lui permet de déchaîner une magie sacrée bien plus redoutable que celle montrée précédemment. Pas assez redoutable, cependant, car Yuma n'a aucun problème à ériger une petite barrière qui annule l'explosion magique. Il s'acclimate lentement mais sûrement à manier sa bénédiction au combat et informe Eva qu'il pourrait être capable de conjurer un sort de téléportation assez puissant pour passer outre la barrière et les sauver, mais seulement si elle arrête de voler si hâtivement pour lui donner une chance de se concentrer. Après avoir ri un peu de l'étrangeté de son petit protégé, la fille vampire souligne que Yuma manie un type de magie ancienne qui, contrairement aux arts arcaniques d'aujourd'hui, dépend purement de l'intuition et de l'émotion pour être maîtrisée, plutôt que de l'entraînement et de l'usage répété. Ce qui veut dire que s'il veut déchaîner ce sort de téléportation super cool dont il parle, il lui suffit de le visualiser assez fort et la magie se pliera à sa volonté sans faillir. Yuma commence à essayer de faire exactement cela, mais le rapide réduit la distance entre eux et se prépare à mettre temporairement fin à ses misères avant qu'il ne puisse s'échapper. Le temps ralentit presque à l'arrêt alors que l'esprit de l'immortel est envahi par la pensée de ne plus subir de dommages de la part de ce ghoul rapide. Bien qu'il ne s'échappe pas de la barrière comme il l'avait initialement prévu, ce désir profond se manifeste exactement comme Eva l'avait dit, il obéit à sa volonté en plaçant un portail de téléportation sur le bras du rapide qui sort juste au-dessus de sa tête, amenant le petit gars rapide à lancer involontairement son propre sort de magie sacrée sur lui-même. Il crie de douleur avant de s'écraser au sol dans un tas apparemment défait, pour se relever comme un zombie qui ne sait simplement pas quand ou comment rester à terre. La résilience infaillible de ce pion magique est tellement inouïe qu'Eva connecte les points et réalise comment le sorcier maléfique a réussi à créer un serviteur de combat aussi dévoué. Créer un être mort-vivant à la fois adepte des arts magiques sacrés et étrangement résistant à cette même magie exige que le créateur commette l'un des tabous cardinaux du monde magique. Eva adresse cette grave accusation au vieil homme, et le décrépit scélérat ne cherche même pas à la nier. En fait, il est trop impatient d'expliquer chaque péché qu'il a commis pour acquérir un tel pantin puissant et, par courtoisie pour Yuma et son ignorance naturelle du fonctionnement de la magie dans ce monde, il décide de lancer une petite leçon d'histoire pour qu'ils soient tous sur la même longueur d'onde ici, au début de toute chose dans ce monde. La magie naturelle était hors de portée des humains. Les arts arcaniques qu'ils parvenaient à maîtriser n'étaient dus qu'à l'emprunt des pouvoirs des bêtes divines ou des esprits anciens, et non à quelque chose qu'ils pouvaient invoquer eux-mêmes. Et même là, ça pâlissait en comparaison du vrai truc. L'Église, tellement désireuse de maîtriser le pouvoir de ses homologues magiques, a bossé sans relâche pour créer un être singulier, humain en forme mais surnaturel dans sa capacité pour l'arcane. Le petit speedster que tu vois là est le produit d'années d'expérimentation, un spécimen parfait qui allie le meilleur de l'humanité et des esprits magiques, avec l'avantage supplémentaire de n'avoir aucune volonté propre et d'être complètement assujetti à ses créateurs humains. Ça paraît assez répréhensible en surface, mais la vérité derrière l'origine de ce ghoul devient infiniment plus grave quand le vieux révèle que la seule façon d'atteindre ce résultat était pour l'Église de sacrifier un nombre incalculable d'âmes d'enfants innocents pour doter cette création de ses pouvoirs magiques. Le cœur et l'esprit de Yuma sont évidemment considérablement ébranlés en apprenant à quel point ces soi-disant gens de l'Église sont vraiment vils. Il tente de tenir le vieux responsable des actes horribles qu'il a perpétrés contre des enfants sans défense, mais l'homme est si éloigné de toute décence morale que, du fait que les enfants étaient tous orphelins, il ne voit pas ces actes comme un mauvais traitement, mais plutôt comme leur donnant enfin une sorte de but. C'est tout ce que Yuma avait besoin d'entendre de ce sac de crasse vivant et ricanant pour être convaincu que, peu importe à quel point son corps peut ressembler à celui d'un humain, il n'est rien de plus qu'un monstre du pire genre. Eva décide alors que c'est son tour de s'en prendre au manque de caractère de ce monstre, déclarant carrément que pousser jusqu'à créer un chimère n'est pas quelque chose dont on peut être fier. Mais bien sûr, le vieux n'essaie même pas d'entendre sa logique ou sa raison et accuse simplement sa façon de penser d'être trop archaïque pour apprécier ce que c'est, un avancement monumental pour toute l'humanité. Cette guerre de mots se termine là. Yuma décide d'avoir une petite discussion avec sa garde du corps tandis que le vieux leur conseille de retourner au combat pour que ce face-à-face atteigne enfin sa conclusion naturelle. Bien qu'on n'entende pas exactement ce que le garçon immortel avait à dire à la fille vampire, on peut seulement espérer qu'il a concocté encore un autre plan grandiose pour les sortir vivants de là, car le chimère se lance bientôt et déclenche une recherche électrique monstrueuse qui menace de les décimer sur place. Cependant, au lieu de jouer en défense évitante comme ils l'ont fait jusqu'à présent, le plan de Yuma semble leur demander de rester immobiles pendant qu'ils sont complètement engloutis dans l'explosion magique. On peut à peine voir leur silhouette se tenir pile dans la vague d'énergie arcanique, mais quand le souffle finit par s'estomper, aucune trace du vampire ou de l'immortel n'est laissée là où ils étaient auparavant. Heureusement, ce n'est pas du tout parce qu'ils ont été complètement effacés de la surface de la planète, mais plutôt parce qu'ils ont apparemment réussi à éviter d'être endommagés grâce à une téléportation bien chronométrée qui les voit apparaître juste au-dessus du chimère.
Au lieu d'utiliser cette opportunité pour porter un coup fatal aux pauvres marionnettes, Eva révèle plutôt la première étape du plan de Yuma en lançant son sort de contrôle mental vampirique. La puissance immense du chimère signifie qu'elle ne pourra maintenir son emprise sur lui que quelques secondes, mais c'est heureusement tout le temps dont Yuma a besoin pour activer la deuxième et dernière étape de son plan secret, activant un sort appelé Force Block qui semble frire le cerveau du chimère au point qu'il est complètement incapacité. Assez pratique, cela a également l'avantage de permettre à Yuma de manier les mêmes sorts destructeurs que le speedster utilisait plus tôt, qu'il n'hésite pas à utiliser sur le sorcier et le reste de ses pions magiques. Avant que le vieux vétéran ne soit même capable de formuler une phrase complète, lui et ses marionnettes restantes sont soumises à la pleine force du pouvoir du chimère, alors qu'un torrent colossal d'énergie électrique jaillit du sol et s'élève bien au-dessus du sommet de la forêt. Quand la poussière retombe, le cadavre calciné du sorcier gît inactif comme un témoignage de la victoire émergente de Yuma et Eva de cette lutte de pouvoir prolongée. Un moment satisfaisant qui est presque gâché quand le garçon immortel ressent le besoin de lâcher une réplique cliché d'action héroïque qu'il n'est même pas assez cool pour réussir. Un peu plus tard, on voit le garçon immortel et la fille vampire quitter le site du donjon et rentrer chez eux. Eva déplore qu'il ait dû gérer un groupe aussi problématique lors de leur toute première visite dans les donjons locaux, mais elle trouve du réconfort dans le fait qu'ils ont quand même obtenu un butin assez rare. Elle fait bien sûr référence aux garçons chimères qu'ils ont décidé d'emmener avec eux, qui dort paisiblement et a l'air beaucoup plus mignon qu'avant, maintenant qu'ils n'essaient pas de les faire exploser d'ici à Kingdom comme avec de la magie sacrée. Ramener ce petit gars était apparemment l'idée de Yuma, et c'était une idée si intéressante qu'Eva n'avait pas le cœur de refuser la demande de son protégé. Elle se demande ce que l'immortel prévoit de faire une fois que le chimère se réveillera, mais elle devra malheureusement attendre que Yuma se réveille pour recevoir sa réponse, car le garçon s'effondre soudainement, tombant face contre terre et devenant complètement inerte. Aussi immortel que Yuma puisse être, n'oublions pas qu'il est loin d'être invincible. Le lendemain matin arrive finalement et on voit Yuma se réveiller de son profond sommeil avec Casper le gentil fantôme fidèlement à ses côtés. Il n'a pas la moindre idée d'où il est ni comment il est arrivé là, mais sa confusion est vite dissipée quand Eva entre dans la pièce avec un liquide chaud et une serviette pour s'occuper de l'état de guerre de son protégé. La mémoire du garçon commence à revenir et il identifie cet endroit comme la même maison hantée où ils ont séjourné la nuit précédente, bien que cette pensée soit interrompue quand la fille vampire plonge la serviette dans le bol avant de la lancer un peu rudement sur la tête de Yuma. Même si le garçon n'apprécie pas trop de se prendre un tissu trempé d'une substance inconnue sur le crâne, il commence à l'apprécier une fois qu'il réalise à quel point ça sent bon. Eva prétend que c'est une concoction spéciale préparée par le maître de la maison spécifiquement pour lui après qu'il se soit évanoui d'épuisement suite à leur bataille contre le sorcier, le chimère et ses deux autres goons. Elle commence alors à raconter comment, même si la fatigue physique peut facilement être guérie par la magie, un massage est le meilleur moyen de traiter l'épuisement mental, ce qui est apparemment une raison suffisante pour elle de commencer à arracher les vêtements de Yuma sans son consentement. Le garçon cerise répond exactement comme on pourrait s'y attendre, se rhabillant rapidement et lui assurant que ses services de masseuse ne seront pas nécessaires, peu importe le happy ending qu'il aurait pu lui offrir. Bien qu'elle soit visiblement déçue de se voir refuser un contact peau à peau avec son cherceau de sang, Eva respecte ses souhaits et décide simplement de se rendre en ville pour faire des courses pour eux deux. Yuma pense qu'il pourrait encore être en danger après tout ce qui s'est passé la veille et la met en garde contre le fait de se balader n'importe comment, seulement pour que le maître de maison incroyablement flippant mais étonnamment gentil apparaisse de nulle part et lui assure qu'étant donné que la guilde des aventuriers prend très au sérieux tout problème indésirable dans le coin, il n'y a pas de quoi s'inquiéter tant qu'il reste dans les limites de la ville. Avec ça, Eva demande au petit fantôme de plus en plus adorable de garder un œil sur Yuma pendant qu'il récupère, avant de prendre congé pour aller faire du shopping. Ce n'est qu'après le départ de sa garde du corps que Yuma remarque que le gamin chimère du jour d'avant dort toujours profondément dans le lit à côté de lui. Bien que ce fût une décision de dernière minute de l'emmener avec eux, il apparaît maintenant au garçon immortel qu'il sera impitoyablement poursuivi par les gens de l'église, peu importe où il va. Il commence donc à douter de l'idée d'impliquer ce pauvre gamin et même Eva dans toute cette affaire risquée. Le maître de la maison, assez perspicace pour percevoir sa tourmente intérieure, s'enquiert de ce qui préoccupe Yuma, à qui le garçon confesse ce dilemme entier sur le fait qu'Eva et les autres restants avec lui ne feront qu'assurer qu'ils vivront leur vie en fuite. La pensée de sa garde du corps dévouée à nouveau piégée et condamnée à une éternité à se faire siphonner le sang par ces charlatans de médecins le terrifie au point qu'il remet en question tout ce voyage. Cependant, le vieux maître essaie de le convaincre qu'il ne doit pas s'inquiéter de telles choses, bien que le seul argument qu'il ait à offrir à ce sujet est le fait qu'Eva a une disposition incroyablement joyeuse. Juste alors, on passe aux rues de la ville et on voit cette incroyablement joyeuse vampire se pavaner comme si elle possédait l'endroit. Un gentil propriétaire de stand reconnaît sa beauté et l'encourage à passer par son stand pour une réduction, une offre apparemment trop bonne pour que la douce dame vampire suceuse de sang refuse.
Elle parcourt ses marchandises avant d'en acheter une bonne quantité à un tarif compétitif et de partir avec un adieu affectueux et un sourire radieux. À peine a-t-elle dit au revoir au propriétaire du stand que son attention est captée par une agitation à côté. L'aventurier douchebag dragueur qui a tenté de la draguer la veille lance un appel hâtif pour que tous les aventuriers de la ville se rassemblent à la guilde dès que possible pour faire face à une véritable armée de loups sinistres repérés dans les environs. Pour aggraver les choses, alors que les loups sinistres sont naturellement bien plus grands que votre chien sauvage moyen, le chef de la meute est un spécimen particulièrement massif qui semble tout droit sorti de Princesse Mononoke. Aussi effrayée que ces humains puissent être par la menace imminente des loups sinistres, Eva est en fait excitée par l'idée de faire bataille avec littéralement des centaines de bêtes féroces et commence à sortir de la ville pour les affronter de front. Mr Douchebag Dragueur le remarque et la met en garde de rester dans les limites de la ville pour sa propre sécurité. Mais alors que cette vampire séductrice apprécie son souci gentil, c'est à la fois non désiré et injustifié. Elle provoque une forte rafale de vent, déséquilibrant juste assez les hommes pour déployer ses ailes sans qu'ils ne le voient et disparaître de la scène. Mr Flirty Douchebag, qui semble vraiment ne pas être autant un douchebag que nous le pensions au départ, est sur le point de se lancer à sa poursuite par peur pour sa vie, mais il est vite dissuadé par ses camarades, conscients qu'ils n'ont pas assez de troupes pour la suivre. Il redouble d'efforts pour rassembler les aventuriers dans l'espoir de battre les loups sinistres et de sauver la vie éternelle d'Eva, tout en ignorant que ce sont ces loups féroces, et non la charmante vampire, dont les vies sont en danger. Notre perspective saute ensuite à l'emplacement actuel de l'armée de loups sinistres, où nous voyons le chef fixer un jeune couple. Ce duo paraît bien savoir qu'ils n'ont aucune chance d'échapper à cette horde de chiens et ils sont tellement figés de peur qu'ils semblent presque accueillir la mort brutale qui les attend. L'homme parvient à dévier la première attaque de l'un des loups, mais cette parade lui coûte son épée, qui est projetée dans les airs, le laissant complètement sans défense. Étrangement, dès que l'épée disparaît de vue, elle revient d'où elle venait, fauchant presque l'un des loups en deux. Le garçon, judicieusement, ne se questionne pas sur ce qui se passe et saisit cette opportunité pour prendre sa dame et se tirer le plus vite possible, assurant ainsi qu'ils vivent un autre jour. Une fois qu'ils ont quitté les lieux, le chef des loups sinistres prouve que ma comparaison avec Princesse Mononoke était encore plus juste que je ne le pensais en révélant qu'il est capable de parler en langue humaine. Son nez extrêmement sensible à détecter le parfum incontestable d'une petite chauve-souris, nul autre qu'Eva, la garde du corps. Bien que le loulou son audace à venir ici de son plein gré, il l'informe rapidement qu'il est devenu le maître de cette forêt après y avoir vécu pendant 400 ans et n'a pas l'intention d'être vaincu par une simple suceuse de sang. Les loups sinistres vont bientôt envahir la civilisation humaine proche et décimer chacun d'eux pour étendre leur influence géographique, et Eva se tenant sur leur chemin signifie simplement qu'elle sera la première à tomber. L'un de ses subordonnés charge la vampire relativement petite avec l'intention de la dévorer, mais non seulement il échoue, mais le pauvre toutou est littéralement découpé en lambeaux par les griffes affûtées de la vampire, mettant fin à sa vie de manière presque ridiculement anticlimatique. Eva réprimande alors la bête de 400 ans pour être bien trop jeune pour oser s'attaquer à quelqu'un comme elle, lui faisant savoir que puisqu'elle est attachée à la ville voisine et a également un cher camarade qui se repose là-bas, sa petite conquête devra être mise en pause indéfinie. Cependant, en parlant, Eva perd sa forme humaine et se transforme en loup sinistre, à peine différent du chef qu'elle menace audacieusement. Le grand méchant loup commence à trembler dans ses bottes inexistantes en tombant sur un pur sang de 1000 ans, apparemment la seule créature ayant des traits vampiriques tout en étant capable de se transformer en chien féroce. Aussi orgueilleux que le chef puisse paraître il y a quelques minutes, il n'est pas assez stupide pour chercher la bagarre qu'il ne peut pas gagner, décidant immédiatement de prendre la fuite avec le reste de sa meute. Difficile de le traiter de lâche, tout bien considéré. Eva retourne en ville peu après pour trouver Mr Flirty Passy Douchebag toujours en train de rassembler les troupes contre la menace des loups sinistres. Elle les salue d'une manière amusante et innocemment douce, mais tout ce qu'elle obtient pour ses ennuis, c'est l'aventurier qui lui passe un savon sur l'inquiétude qu'il avait pour sa sécurité. Il réalise alors qu'elle vient de la direction où les loups ont été repérés et s'interroge sur ce qu'elle faisait, mais la fille vampire leur dit simplement que les méchants toutous passaient juste par là et félicite les aventuriers pour leur bon travail, bien qu'ils n'aient en réalité rien fait. Elle s'éloigne ensuite de la scène sans un mot de plus, mais pas avant de laisser une sorte de plante sur l'armure de l'ancien douchebag. De retour à la maison hantée, Yuma et le maître des lieux discutent toujours, tandis que le premier passe ses mains dans les cheveux du garçon chimère. Il est curieux de savoir si le pauvre enfant restera inconscient indéfiniment, à quoi le vieil homme répond que, maintenant que son créateur est mort, il se pourrait non seulement qu'il ne se réveille jamais, mais que son corps commence à se décomposer par manque de subsistance. Cela ne plaît évidemment pas du tout au garçon immortel au bon cœur, alors le vieux essaie de lui transmettre une sagesse sur la façon dont les émotions excessives appellent parfois les gens à être égoïstes dans leur quête, espérant que ces mots résonneront avec Yuma et le guideront dans les décisions qu'il devra bientôt prendre concernant le garçon chimère. Après avoir lâché cette petite bombe de connaissances, il s'excuse pour aller s'occuper du reste de son domaine.
Un nombre d'heures inconnues passe à ce moment-là, et nous voyons le vieil homme revenir dans la pièce pour informer Yuma que le dîner sera bientôt prêt. Cependant, son attention est vite captée par une fleur appelée aux plumes blanches qui vole devant son visage en entrant dans la pièce. Il la reconnaît comme une plante particulièrement utile pour guérir la fatigue et la dépression, mais en termes de floriographie, elle symbolise quelqu'un priant pour le bonheur d'autrui. Cependant, en posant les yeux sur le lit, il semble qu'aucune prière ne soit nécessaire. La vue incroyablement attendrissante d'Eva, Yuma, du garçon chimère et de Casper, tous enlacés dans une adorable petite mêlée, est suffisante pour convaincre même l'âme la plus désabusée que, quelles que soient les épreuves qu'ils ont toutes et tous subies dans le passé et les problèmes qui se profilent à l'horizon, ils trouveront un moyen de forger leur propre bonheur, main dans la main, côte à côte. Plus tard, nous voyageons profondément dans les recoins sombres et humides d'une forêt inconnue et trouvons un trio d'aventuriers tout aussi inconnus en difficulté alors qu'ils tentent d'échapper à une armée de morts-vivants à leur trousse. Bien que ces mangeurs de chair soient bien plus rapides que dans n'importe quelle histoire d'apocalypse de zombies, le leader aux cheveux hérissés du groupe estime qu'à la fin de la journée, ce ne sont que des abominations sans cerveau. Il tranche quelques-uns d'entre eux pour, espère-t-il, se frayer un chemin pour s'échapper avec ses camarades, mais cela a presque l'effet contraire et les entoure encore plus. La situation devient encore plus désespérée quand le trio se retourne et se retrouve face à la vision terrifiante d'une figure ressemblant à un crâne, apparemment importante pour l'armée des morts-vivants. Il a une autre armée de mangeurs de chair à ses côtés et lance simplement un regard vide et menaçant avant d'envoyer son entourage réclamer 3 nouveaux membres pour son bataillon sans cervelle. Un groupe de corbeaux observait apparemment cette scène cauchemardesque depuis les cimes des arbres, bien que beaucoup d'entre eux aient commencé à voler de manière désordonnée une fois que le combat a atteint son apogée, il semble qu'un oiseau en particulier se soit senti obligé de rendre visite à une certaine maison hantée. Il passe le reste de la nuit à voler vers le manoir en question, où le vieux maître reçoit à la fois l'oiseau et le petit parchemin attaché à l'une de ses pattes. Le vieil homme n'a pas grand-chose à dire après avoir lu le message sur le parchemin, mais il ne faut pas être le plus brillant pour comprendre que c'était presque certainement rien d'autre que de mauvaises nouvelles. Ailleurs dans la maison hantée, Yuma joue avec son gentil fantôme quand Eva l'appelle pour lui montrer comment elle a transformé le garçon chimère inconscient en sa poupée personnelle. Tout semble assez inoffensif jusqu'à ce que le bras du garçon se détache soudainement de son corps, choquant la fille vampire et faisant perdre à Yuma ce peu de calme qu'il avait, s'énervant contre sa garde du corps sur ce qu'elle aurait bien pu faire pour causer cela. Bien que le bras se régénère, le fait que les cellules connectrices soient déjà mortes et que son corps dormant ne soit pas capable d'alimenter le processus de guérison signifie qu'il continuera simplement à se détacher dès qu'il repoussera à chaque fois. Ce duo aux idées farfelues met en place un schéma tout aussi loufoque pour garder le chimère en un seul morceau, une situation à laquelle le vieux maître de la maison a la malchance d'assister lorsqu'il passe leur rendre visite. Après avoir sécurisé le corps du garçon dans un enchevêtrement de bandages, le groupe part profiter d'un agréable moment de thé, au cours duquel le nom du vieux maître est finalement révélé comme étant Davis. Mais bien sûr, la véritable raison de ce petit rassemblement est pour que Davis puisse révéler le contenu de ce message de mauvais augure qu'il a reçu du corbeau plus tôt. Eva se dépêche donc de passer les politesses et l'encourage à aborder le vif du sujet. Comme prévu, la lettre concernait la grande quantité de soldats morts-vivants repérés dans la région de l'Est, avec comme plus gros problème un lich, la créature squelettique particulièrement redoutable que nous avons vu mener la seconde armée contre ce trio d'aventuriers condamnés. Yuma se souvient que les liches sont en gros les rois des morts, le genre de truc avec lequel on ne veut généralement pas rigoler, mais c'est exactement le type d'ennemi que la vampire assoiffée de bataille est impatiente d'affronter. Elle se renseigne sur le niveau de puissance de cette terrible menace, que Davis confirme être extrêmement élevé, en raison du nombre de morts-vivants sous son contrôle, ainsi que de l'épaisseur et de la pervasivité du miasma mortel qu'il a appelé pour infester la forêt. Eva trouve une certaine consolation dans cette nouvelle, car la puissance de ce lich est exactement ce qu'elle pense qu'ils auront besoin pour sauver le garçon chimère. La magie d'autorité de haut niveau que le lich utilise pour contrôler l'armée de sous-fifres morts-vivants est le même type de magie qui peut être utilisée pour donner à quelqu'un le commandement du chimère, ce qui le réveillera effectivement de son sommeil. Yuma s'interroge rapidement sur le risque que l'utilisation de la magie du lich de cette manière puisse faire du lich le nouveau maître du chimère, mais Eva, toujours confiante, garantit à son protégé qu'elle ne permettra jamais que cela arrive. Puisqu'il est possible de transférer des sorts d'autorité d'un utilisateur de magie à un autre, elle convaincra ou forcera simplement le monstre squelettique à coopérer avec eux et à prendre le commandement de sa nouvelle poupée préférée à un bras. Problème résolu. Plus tard dans la journée, Eva, Yuma et Casper se sont déjà préparés pour se rendre à la montagne de l'Est et affronter le lich et sa légion de mangeurs de chair. Cependant, avant de quitter la maison hantée, Davis leur remet une lettre qu'il souhaite qu'ils remettent à la personne qui a envoyé le message du corbeau. Plus important encore, il les met en garde contre les insectes venimeux qui pullulent dans la région de l'Est. Yuma, toujours peureux, est terrifié par cette information, mais Eva ne comprend pas pourquoi il s'inquiète de ça alors qu'ils vont de toute façon voler vers l'Est.
Un peu plus tard dans le temps, on les retrouve survolant les cieux avec une facilité déconcertante, ayant déjà atteint la région de l'Est à une vitesse incroyable. Comme prévu, l'obscurité du miasma du Lich est instantanément perceptible, même d'ici, et les effets de cette énergie sinistre effraient Casper au point qu'il plonge vers le sol sans provocation, ou du moins c'est ce qu'il semblait. En réalité, il vient de remarquer une femme immobile dans une petite clairière et est descendu pour vérifier si elle va bien. Eva et Yuma suivent, ce dernier appelant la femme au cas où elle serait l'informateur mentionné par Davis. Cependant, lorsqu'elle se tourne vers eux, elle ressemble plus à Sadako qu'à quelqu'un avec qui Yuma s'attendrait à ce que le vieux maître corresponde. Mais le plus drôle, c'est que cette créature effrayante, que Eva identifie comme une banshee, est en effet l'informateur à qui ils sont censés livrer la lettre. Elle confirme joyeusement la réception une fois qu'Eva lui remet le message de Davis, ce qui n'aide en rien le pauvre Yuma immortel et peureux, déjà stupéfait et gisant au sol. Après la tragédie de ce trio qu'on a vu plus tôt, les établissements d'aventuriers environnants ont jugé la situation tellement désespérée qu'ils ont évité d'envoyer des équipes pour y faire face. Un autre témoignage de la gravité de la situation est le fait que même beaucoup de morts-vivants de la région, y compris Sadako, considèrent toute cette affaire comme vraiment mal vue, car malgré le grand pouvoir qu'ils obtiennent de l'épaisseur croissante du miasme, tout niveau de pouvoir qu'une créature morte-vivante peut obtenir s'accompagne d'une double dose de douleur qu'ils sont forcés d'endurer à chaque étape. Cela est allé jusqu'au point où les morts-vivants de bas niveau ne sont plus sous le contrôle du Lich et fuient toute cette mascarade pour échapper à cette douleur. Comme la surprenante et douce Sadako déteste voir ses semblables souffrir de cette manière, elle incline la tête et supplie Eva et les autres de sauver les morts-vivants d'eux-mêmes de quelque manière que ce soit. Le seul problème est qu'Eva se fiche éperdument des morts-vivants et ne s'intéresse qu'à affronter le Lich pour sauver le garçon chimère. Cependant, il suffit que Yuma, nettement plus empathique, tire sur son bras comme pour suggérer qu'il aide Sadako pour que la dame vampire change instantanément d'avis et promette de faire tout son possible pour sauver la horde des morts-vivants. Je l'ai déjà dit et je le répète, c'est ça être sous l'emprise de quelqu'un, les gars, ne laissez pas ça vous arriver. Maintenant qu'elle a obtenu leur aide, Sadako informe ses nouveaux camarades que le miasme est si épais qu'ils ne pourront rien voir s'ils volent au-dessus, donc ils seront forcés de voyager à pied à partir de ce point. Elle les regarde partir dans la forêt, mais Yuma ne peut pas tenir plus de quelques minutes avant que son corps ne commence à avoir de sérieuses réactions adverses au brouillard toxique, rendant difficile même la marche. Bien qu'Eva soit évidemment consciente qu'il n'est jamais sous la menace de la mort, elle est suffisamment préoccupée par son bien-être pour se transformer en une version de taille normale de sa forme de loup et l'encourage à voyager sur son dos. De cette manière, au moins, le petit Yuma peut enfin dire qu'il a chevauché une femme, attrapée. Après s'être accordé un instant pour profiter de l'extrême douceur de la fourrure nouvellement acquise d'Eva, le duo se reconcentre sur la tâche à accomplir et se prépare pour leur inévitable confrontation avec une divinité des morts-vivants. Malheureusement, ils semblent être beaucoup moins préparés que ce qu'on pourrait attendre, car bientôt c'est au tour d'Eva de commencer à perdre son sang-froid à cause du miasme qui irrite son nez de loup hypersensible. Au lieu de continuer à chercher en vain, elle suggère que le moment est venu pour Casper de se rendre utile et de les guider jusqu'au nid du Lich. Apparemment, comme les fantômes sont à peine là en premier lieu, ils sont complètement insensibles au miasme et ne devraient avoir aucun problème à fonctionner à pleine capacité. Le mignon petit spectre prend joyeusement la tête à sa demande, et peu de temps après, il tombe sur le premier groupe de morts-vivants qui l'ont vu depuis leur entrée dans la forêt. Mais ils ont des poissons bien plus gros à frire que ces mangeurs de chair de bas étage, alors Eva esquive habilement et se fraye un chemin à travers le groupe, continuant sa recherche du Lich. Peu après, il trouve exactement la divinité maléfique qu'il cherchait, occupé à créer un autre lot de ghouls grotesques pour ajouter à son armée. Même sans tourner les yeux vers ses nouveaux arrivants, le Lich peut instantanément sentir qu'il a affaire à une suceuse de sang aux crocs acérés. Il peut aussi parler, alors il leur dit de dégager, car il n'a ni le temps ni l'envie de jouer avec eux. Eva, qui est depuis revenue à sa forme humanoïde, n'a aucun problème à passer directement à la partie où il commence à se jeter des sorts. Elle commence par lancer un blast magique standard directement sur le Lich, mais bien que l'explosion résultante soit impressionnante, la poussière se dissipe pour révéler qu'il a complètement évité tout dommage en se protégeant dans une coquille de ses mignons morts-vivants. Maintenant que le Lich prend un meilleur regard sur Eva, il se rend compte qu'elle est un pur sang et pas juste une vampire de seconde zone, ce qui semble le convaincre qu'il a soudainement assez de temps pour s'occuper d'elle après tout. Cependant, il fait l'erreur de la référer comme l'insatiable pur sang, un vieux titre d'Eva qu'elle n'aime pas vraiment être appelée de nos jours, et commet une autre erreur en clarifiant qu'il ne perdra pas son temps à échanger des mots avec quelqu'un qui a choisi le chemin des monstres comme elle. Il est prêt à la tuer, pas à fraterniser avec elle. Cela déclenche une rage silencieuse mais indéniable chez la femme vampire, qui utilise une technique jamais vue auparavant, utilisant l'ombre de ses ailes pour ouvrir ce qui semble être un portail littéral vers les enfers, d'où un certain nombre de créatures ressemblant à des chiens bipèdes et démoniaques émergent. Ses soi-disant serviteurs sanglants lui obéissent et elle ne perd pas de temps à les envoyer en avant pour s'occuper de ce roi squelette inutilement grossier.
Mais vous vous souviendrez qu'Eva n'est pas la seule ici avec des mignons à son appel, comme le prouve la façon dont un flot de figures mortes vivantes se forme à nouveau autour du Lich et tente d'arrêter les serviteurs sanglants dans leur assaut sur la divinité sombre. Satisfaite que ces chiens de l'enfer aient servi de distraction adéquate, Eva se charge alors de lancer un sort qui voit une énorme sphère de magie de feu s'écraser sur l'armée des morts-vivants et ses propres serviteurs sanglants comme une bombe spirituelle enflammée. Cela résulte en une explosion massive qui semble également tout droit sortie de Dragon Ball Z, mais comme beaucoup d'attaques de cette série, elle s'avère totalement inefficace contre sa cible une fois la poussière dissipée. Cette fois-ci, ce n'est pas une foule de morts-vivants qui a sauvé le Lich de l'offensive d'Eva, mais plutôt un dragon mort-vivant incroyablement impressionnant qu'il a réussi à invoquer juste avant que sa dernière attaque ne l'atteigne. La créature imposante est assez impressionnante pour qu'Eva même la félicite pour ses talents d'invocation, bien que ses gentils mots ne soient guère suffisants pour convaincre cette bête nouvellement arrivée de lui faire un cadeau. Elle commence à canaliser un jet d'énergie sombre dans sa gueule pour le tirer sur les adversaires de son maître, mais le garçon immortel guérisseur érige avec succès une barrière défensive juste avant que le souffle ne soit libéré, annulant complètement ses effets et gardant sa garde du corps à l'abri du mal, à sa grande stupéfaction. Peu importe combien son pouvoir offensif brute pâlit en comparaison de quelqu'un comme Eva, Yuma n'a aucune intention de simplement compter sur elle pour mener chaque engagement avec un ennemi. S'il y a quelque chose qu'il peut faire pour apporter son aide, vous pouvez parier qu'il va le faire. Un combat acharné s'ensuit bientôt entre Yuma, sa garde du corps, le Lich et son dragon. Les principaux combattants s'envolent dans les cieux et commencent à se faufiler autour l'un de l'autre alors qu'ils cherchent à prendre l'avantage offensif, tandis que leur soutien lance une multitude de magies pour les assister depuis le niveau du sol. Il ne faut pas longtemps au Lich pour réaliser que le garçon immortel manie de la magie ancienne, qu'il sait d'expérience personnelle être assez puissante pour le forcer à s'occuper de Yuma avant de s'attaquer à Eva. La vampire retourne rapidement aux côtés de son protégé et n'est pas sur le point de le laisser tomber sans faire tout ce qu'elle peut pour le protéger. Mais ni elle ni le garçon ne semblent se rendre compte que le Lich a secrètement ouvert un gouffre dans le sol, d'où émergera bientôt une nouvelle menace. Quand le roi des morts-vivants tourne le dos à Eva pour vérifier les progrès de cette autre invocation, elle saisit l'opportunité pour le charger et tenter de mettre fin à sa misère sans fin. Ses frappes échouent cependant à atteindre leur cible, ce qui la conduit finalement à prendre un souffle du dragon à bout portant, ou du moins cela aurait été le cas si Yuma n'avait pas encore une fois réalisé un exploit avec une barrière protectrice. Bizarrement, et à la frustration quelque peu charmante d'Eva, le Lich décide alors de sauter sur le dos de son dragon mort-vivant et de s'échapper sans même adresser un véritable adieu à ses adversaires. La dame vampire part à sa poursuite sans réfléchir, laissant Yuma sans elle et sans dragon, traverser la forêt remplie de miasmes, dans l'espoir de lui apporter un soutien supplémentaire. Ses premières tentatives pour la rattraper se déroulent aussi bien que vous pourriez l'imaginer, mais heureusement, il a toujours Casper le gentil fantôme pour le guider vers leur destination et minimiser les accidents avec les morts-vivants en chemin. Ils finissent par tomber sur un gouffre gigantesque dans le sol, qui semble mener directement au domaine d'Hadès lui-même. Aussi tentant que cela puisse être de regarder dedans et de voir quelles horreurs indicibles il contient, Yuma ne laisse pas cette pensée intrusive gagner le dessus et décide simplement de s'asseoir à côté et d'attendre que quelque chose vienne frapper à sa porte. Ce moment arrive plus tôt que le garçon ne l'aurait jamais imaginé, car il ressent soudainement un frisson sinistre le parcourir tandis que des frissons se propagent sur toute sa peau. En tournant la tête, il découvre une monstruosité morte-vivante gigantesque mais étrangement infantile qui l'épie depuis la cime de la forêt, un spectacle qui inspire une peur si profonde dans le cœur de Yuma qu'il est à peine capable de prononcer un seul mot en réponse. Son esprit fonctionne au moins un peu plus efficacement et décrit avec justesse ce titan comme un bébé zombie géant. Eva surgit bientôt des arbres voisins, exprimant sa colère de n'avoir pas réussi à attraper le Lich, qu'elle surnomme affectueusement au sac d'os. Elle remarque à peine la présence de Yuma et a l'audace de se demander pourquoi il est pâle comme un linge, comme si être abandonné dans une forêt mortelle et se retrouver face à face avec une monstruosité de bébé zombie colossal ne sont pas des raisons évidentes pour sa pâleur. Après avoir analysé un peu ce boss bébé mort-vivant, Eva pense que c'est la véritable source du miasme qui terrorise toute cette région. De plus, elle parie que l'invocation de cette créature, plutôt que les multiples armées de guerriers morts-vivants surchargés, est la vraie raison pour laquelle le Lich est venu dans cette forêt en premier lieu. Elle explique à Yuma qu'il serait un jeu d'enfant pour le Lich de décimer et de commander plusieurs villes avec le pouvoir de cette monstruosité derrière lui, donc c'est un allié inestimable pour une divinité morte-vivante qui cherche à ruiner la journée de l'humanité. Heureusement, il n'est pas nécessaire de prendre la parole de la fille vampire pour argent comptant, car la divinité en question réapparaît bientôt sur la scène. C'est particulièrement heureux parce qu'après que Yuma commence à l'interroger sur la raison de la création de quelque chose d'aussi vil, le Lich révèle que l'analyse d'Eva sur toute la situation était incorrecte à presque tous les niveaux. Non seulement il n'a eu aucune implication dans la création de cet enfant mort-vivant, mais contrairement à ce que nous avons tous supposé jusqu'à présent, il n'est pas là pour capitaliser sur sa puissance, il est en fait là pour sceller la chose maudite.
Dès que ces mots quittent les lèvres inexistantes du liche, il active la pléthore de totems crâniens qu'il a stratégiquement placés autour de cette force entière, faisant apparaître un glyphe magique qui fait que l'enfant gigantesque ressemble à un enfant d'une taille bien plus standard, et la magie qui en jaillit semble complètement purifier la force vitale qui maintient la créature pitoyable ensemble. Cet art arcanique incroyablement puissant conduit finalement les esprits des enfants dont l'enfant mort-vivant était composé à retourner à leur forme naturelle et à se disperser autour du squelette avant de disparaître, ayant apparemment enfin trouvé la paix grâce aux efforts du squelette soi-disant vilain. Yuma n'est pas tout à fait sûr de savoir comment décrire tout ce qu'il vient de voir, mais il est certain que les émotions qu'il a inspirées en lui sont un étrange mélange de joie et de tristesse. Après avoir prié pour que les esprits de ses enfants trouvent la paix en lui, le liche tourne le dos à ses anciens adversaires et commence à quitter cet endroit une fois de plus, sans leur adresser un seul mot d'adieu. Yuma n'est cependant pas prêt à le laisser partir si facilement cette fois et court après le roi mort-vivant avec une requête humble. Il commence par donner une brève explication de tout ce qui s'est passé avec le garçon chimère et demande au liche de le sauver avec sa magie d'autorité, mais il ne peut pas finir de parler avant que le mage squelettique ne le fasse presque tomber au sol avec son bâton, exigeant de savoir si les paroles du garçon immortel sont vraies. Avant de laisser Yuma confirmer ou nier la véracité de ses mots, le liche l'assure simplement qu'il devra payer un prix lourd si une partie de son récit sur la situation du garçon chimère s'avère être un mensonge. Les deux se livrent à un regard intense qui voit le garçon habituellement peureux faire preuve d'une étonnante résilience, malgré sa peur évidente de la divinité morte-vivante. Lorsqu'il décide de parler à nouveau, il assure à Monsieur Liche qu'il n'a dit aucun mensonge, ce qui est assez convaincant pour le sac d'os, qui les encourage, lui et Eva, à le conduire sur le site de l'enfant chimère troublé. Cependant, avant que nous sachions ce qui arrive ensuite, nous retournons à la première ville où Yuma a été amené lorsqu'il a été transporté dans ce royaume étrange. Là, le même docteur diabolique qui a mené les expériences sur le héros immortel reçoit la visite d'une figure mystérieuse qui l'informe que leur plan avance bien. Cette nouvelle apporte un sourire satisfait au visage incroyablement inquiétant de l'homme, et il termine sa correspondance avec la figure invisible en lui ordonnant d'attendre son signal avant de tout mettre en œuvre. Juste à ce moment, un gentilhomme d'âge moyen et sa fille adolescente aperçoivent le prêtre et s'approchent de lui pour exprimer leur gratitude éternelle pour la façon dont le médicament qu'il a récemment distribué à la ville a guéri sa condition ainsi que celle de nombreux autres citoyens. Il s'avère que cet homme est en fait le maire de toute la ville, et le prêtre est naturellement plus qu'heureux d'avoir été utile à quelqu'un de sa stature. Mais tous les médicaments du monde ne peuvent rien contre un monstre géant et grotesque en forme de grenouille, comme en témoigne leur impuissance totale lorsque l'une de ces créatures apparaît soudainement de nulle part et les charge. Heureusement, la bête est tuée d'un seul coup par une série de pics qui jaillissent du sol et transpercent son corps de bas en haut. Arrêtez-moi si vous l'avez déjà deviné. Juste pour rire, continuez à regarder, mais les personnes responsables de ce sauvetage opportun sont bientôt révélées être rien d'autre que les anciens camarades héroïques de Yuma, Keta, Takuya et Kotomi. Les frères et sœurs se montrent exceptionnellement bien en tant que sauveurs gentils et généreux qui se sentent privilégiés d'apporter toute aide aux habitants de la ville, tandis que Keta est surtout contrarié de n'avoir même pas eu la chance de se battre, vu que ce monstre grenouille était totalement faiblard. Le prêtre félicite son trio vedette pour un autre travail bien fait alors que le maire et sa fille quittent la zone pour se mettre en sécurité. Autant il les félicite, autant il y a clairement quelque chose dans l'esprit de qui l'empêche de se sentir à l'aise avec l'acceptation de ces mots gentils. Heureusement pour elle, le prêtre semble exactement savoir ce qui ne va pas et est heureux de les informer tous d'un développement crucial récent. Ils ont enfin découvert où Yuma est retenu. Cela redonne instantanément le sourire à la douce petite Kotomi, mais avant qu'il ne se précipite, Dr Strange fasse leur annonce qu'il est toujours sous l'égide de cette maudite dame vampire qu'il a arrachée à l'abri si sûr de l'église du château. Il explique qu'en plus de ses capacités de combat évidemment exceptionnelles, sa technique de lavage de cerveau vampirique la rend si dangereuse qu'ils auront indubitablement besoin de renforts s'ils espèrent sauver Yuma sans donner leur propre vie dans le processus. Mais Keta n'est pas prêt à entendre des sornettes sur le renfort ou l'aide extérieure. C'est lui qui a désespérément essayé et lamentablement échoué à sauver Yuma lors de la dernière nuit où ils l'ont vu, et il est donc catégorique, c'est lui qui va abattre cette méchante sorcière vampire et ramener leurs camarades sains et saufs. Keta appelle ses frères et sœurs à suivre son exemple, et c'est tout ce qu'il faut pour que le groupe se mobilise dans l'espoir de finalement ramener ce trio à son état légitime en tant que quatuor. C'est tout pour cette vidéo, je vais continuer la partie 2 si nous atteignons 1000 j'aime sur cette vidéo. À la prochaine!